Bonjour à tous et à toutes, je suis Thomas Louis et bienvenue dans La Quille, le podcast où on parle de culture avec ceux et celles qui la font. Cette semaine, je reçois la romancière Lola Lafont qui a publié Chaviré, son 6e roman, aux éditions Actes Sud. En 1984, Cléo a 13 ans et c'est cette même année qu'en sortant de son cours de modern jazz, elle est abordée par Cathy, une femme très chic qui lui parle d'une bourse, celle de la fondation Galatée. Cette bourse va donner des ailes à Cléo et elle va se donner corps et âme pour l'obtenir sans savoir qu'en réalité, il s'agit d'une fausse bourse, d'un piège. Et malgré tout, Cléo va entraîner d'autres filles avec elle. Alors, victime ou coupable, peut-être bien les deux, dans Chaviré, Cléo est racontée sur près de 30 ans par ceux et celles qui l'ont côtoyée. Face au sujet que soulève ce roman, j'ai eu envie d'en discuter avec Lola Lafont. Nous nous sommes donc rejoints dans un café dans le quartier de Saint-Michel à Paris, en face de Notre-Dame, et j'ai allumé les micros. Bon, comme dans n'importe quel café, il y a un petit bruit de fond. Mais ça n'est pas la première fois que ça arrive. Ce sont les limites, mais aussi le charme du podcast fait maison. Et normalement, notre entretien reste assez fluide à écouter, malgré Stevie Wonder qui chantonne un peu au fond de la salle. Et avec Lola Lafont, on a parlé de la classe intermédiaire de laquelle est issue Cléo et qui joue un vrai rôle ici, de l'importance du corps pour la romancière lorsqu'elle écrit, ou encore du mouvement MeToo, plus que jamais présent dans ce roman. Bonne écoute. Bonjour Lola Lafont. Bonjour. Alors on est dans un café, Ouais. parce que ça s'est fait comme ça. Donc on va essayer de parler le plus correctement possible dans le micro pour que vous nous entendiez le plus distinctement possible. Alors on va commencer par parler de ce livre, Chaviré. Dans le livre, Cléo, elle est racontée sur 30 ans, Ouais. par les gens qu'elle a rencontrés, par les gens qu'elle a croisés. En tant que romancière, vous, pour quelles raisons on ne suit pas cette histoire du même poste d'observation ? Pour plusieurs raisons. C'est quelque chose qui était évident vraiment à la naissance du roman. C'est-à-dire que je savais peu de choses, mais je savais que le personnage central serait raconté par les autres, serait plutôt même dit par les autres, croisé. Parce que la première chose, qu'elle perd le récit d'elle-même à l'âge de 13 ans. Donc ça, elle ne peut pas faire le récit d'elle-même. Il y a vraiment un éclatement en puzzle. Donc pour moi, ce serait artificiel qu'elle puisse le raconter parce qu'elle a vraiment des trous dans cette histoire. D'abord, il y a les choses qu'elle ne comprend pas, les choses qu'elle ne sait pas et les choses dont elle ne se souvient pas adulte. Et finalement, je trouvais que le plus juste, c'est la façon dont elle est racontée par les gens qui perçoivent un reflet de nous. Et quelle est l'importance de la classe sociale ici dans l'art de dire les choses, de maîtriser le langage aussi ? C'est une arme. C'est une arme ? C'est une arme, le langage. Donc à partir du moment où Cléo et Betty et toutes les autres viennent d'une classe intermédiaire qui n'est pas précaire, pas vraiment, mais il y a évidemment dans la prédation, il y a la domination et on peut dominer par la langue, on peut dominer par le bagage culturel. Donc évidemment, c'est facile d'impressionner quelqu'un de 13 ans qui n'a jamais mis les pieds dans un musée. Est-ce que dans cette manière de raconter Cléo, Oui. il y a cette façon de se sentir peut-être autorisé par rapport à cette classe sociale, D'accord. de se raconter ? Finalement, les gens que j'ai choisis, Ouais. qui la racontent, sont très divers. Mais là où vous avez raison, c'est que pour chacun d'entre eux, pratiquement, Cléo, c'est quelqu'un qu'on corrige. Voilà, c'est ça. Ça, c'est sûr. Lara, elle a beau être une militante de gauche, qu'on dirait très woke aujourd'hui. Elle a quand même un peu de condescendance. Et Cléo, pour elle est quand même un objet pas tout à fait sujet. Et voilà, donc oui, effectivement. Est-ce que ça veut dire que, par exemple, elle est dans une espèce d'entre-deux qui est propre, encore une fois, à cette classe sociale, que on est beaucoup... elle m'a fait penser à ces gens, par exemple, qui changent de classe, qu'à un moment, on se sent illégitime dans la nouvelle classe sociale, et à un autre instant, enfin plutôt dans le même instant, on se sent plus appartenir à son ancienne classe, et que au final c'est un peu les rencontres et la manière dont on la raconte qui lie tout ça. Oui, mais c'est sûr que Cléo c'est une transfuge de classe
et en même temps pas tout à fait. C'est-à-dire qu'elle va devenir danseuse, mais elle n'est pas danseuse à l'opéra. Elle n'est pas danseuse dans une compagnie contemporaine. Elle fait du modern jazz. Elle fait du modern jazz dans les années 90. Elle est dans les émissions de variété. Donc on peut... Elle est, c'est le rêve de ses parents un petit peu aussi quand même. C'est-à-dire qu'elle change de milieu et ils en sont heureux. Comme pour Betty d'ailleurs, dont la mère ne rêve que d'une chose, c'est qu'elle accède à quelque chose de la culture française à travers le ballet. À la réussite, une forme de réussite. À la réussite et culturelle, c'est-à-dire à représenter quelque chose d'un symbole. Mais pour moi, vraiment la classe sociale la plus dominante, c'est celle de la Fondation Galatée et des faux jurés, qui, dans les déjeuners que je décris, on voit bien que ce sont ceux qui ont bon goût, ce sont ceux qui savent les choses, c'est comme ça qu'elle le perçoit en tout cas, et c'est pour ça que ça marche. En tout cas. Ouais. Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont échappé au moment de l'écriture? Ah oui. Des choses qui, je sais pas, des choses que peut-être vous ne pensiez pas écrire tout simplement. Toujours. Que ça soit sur le fond ou sur la forme, évidemment. Toujours. Ouais. Toujours. Toujours, la question c'est à quel moment je me laisse emporter par ce que je vois qui va survenir et qui n'est pas ce que j'avais pensé. Oui, ça, absolument, tout le temps. Tout le temps, que ça soit pour le personnage de Jonas où le père Serge a pris beaucoup plus d'importance que ce que j'imaginais. C'est drôle. Et qui est devenu quelqu'un de très cher à mon cœur, en fait, bizarrement. Oui, vous les aimez, vos personnages? Ah oui, j'arrive pas à écrire sinon. Non, je les aime pas tous, parce que, évidemment, Cathy, non, je les comprends, dans le sens où je les entoure, je les circonscris tous. Vous les jugez pas, je suppose, en tant que romancière. Je mentirais si je disais que je ne jugeais pas, parce que c'est une prédatrice avec sa mise en scène affective, mais c'est pas intéressant mon jugement. Ce qui est intéressant, c'est que je la donne à voir, c'est que je décortique le langage de la prédation, que je décortique la manière dont ça se passe, ce que j'en pense. J'évite de le mettre dans les romans. Et sa tâche de divertir les autres, avec la danse, chez Drucker notamment, à Cléo, c'est quand même assez beau, mais c'est aussi difficile à mettre en place efficacement. Est-ce que vous avez voulu, alors peut-être que le terme sera fort, mais rendre hommage à cette culture populaire? Alors, qu'est-ce qui est difficile à mettre en place? Du point de vue d'écriture ou en vrai? En vrai, j'imagine. Malheureusement, je ne suis pas danseur. C'est quelque chose que je n'avais pas complètement prévu. C'est-à-dire que à chaque fois que j'écris un roman, je me défais d'un préjugé, j'espère. Et là, ça a été le cas aussi. C'était le cas pour presque tous mes romans. C'est-à-dire que là, au fond, le monde que moi je connais, c'est celui du classique, celui du contemporain. Quand je suis allée du côté du modern jazz pour le roman, parce que j'y tenais, j'avais peut-être quelque chose d'un petit peu condescendant. Je me disais, oui, mais bon, peut-être c'était pas des danseurs aussi brillants. Et je me suis complètement trompée. Quand j'ai réalisé, en rencontrant des danseuses de cette époque, en regardant des vidéos, le niveau technique, l'inventivité des chorégraphies, ce que c'était réellement, je me suis dit, tu t'es trompé. C'est quoi, tu dois le réécrire complètement. Ah, vous l'aviez déjà... Ah, mais tout le temps, moi, je réécris beaucoup selon mes erreurs. Donc oui, c'est compliqué à mettre en place, parce que il ne s'agit pas d'adopter une position de principe et de dire, parce que c'est populaire, c'est intéressant. C'est pas ça. C'est que réellement, à un moment donné, à mon sens... ça s'appelait les ballets de Reda en fait, chez Drucker. À mon sens, à un moment donné à la télé à 8h30, vous avez 10 minutes de danse ininterrompue, d'un super niveau chorégraphique, d'un super niveau de danseur. Il n'y a même pas de chanteur dans le générique et tout ça. Et donc ça veut dire qu'on pense que les téléspectateurs peuvent être intéressés par de la danse. Ce qui n'arrive plus vraiment. Ça n'existe pas. Donc oui, je pense que c'était vraiment quelque chose d'intéressant. Et puis, sur ce qui est de la chanson, de la pop, de cette culture-là, il y a tout ce moment de l'adolescence qui s'éternise dans l'âge adulte, finalement, où on est la personne qui n'écoute pas les bonnes chansons, où on sait les bons groupes on connaît les bons groupes qu'il faut citer, et ça va malheureusement quand même très souvent avec des histoires de classe. Je peux pas être plus d'accord qu'avec vous. C'est pas décorrélé. Ouais. Et dans cette danse, pour y revenir, le corps est primordial. Quel est votre rapport au corps en tant
que romancière comme outil narratif ? Alors mon rapport au corps, il est sans doute un petit peu plus compliqué que celui des autres auteurs, parce que moi j'ai été danseuse et que donc je peux pas, je ne suis pas une autrice qui a fait un parcours cursus littéraire, ou c'est pas du tout mon parcours. Ouais. Mon parcours, il a été très physique en fait, que ça soit beaucoup de voyages, que ça soit la danse, que ça soit un certain engagement politique qui était physique. Je pense que le corps pour moi c'est à la fois un outil dans ce que ça a de plus ambivalent, c'est-à-dire qu'un outil on peut l'utiliser jusqu'à la maltraitance aussi, c'est-à-dire que s'utiliser jusqu'à la maltraitance, qui est le cas quand même dans la danse à un haut niveau, et c'est aussi quelque chose qu'on observe. Donc moi dans l'écriture, d'abord mes rituels d'écriture passent par le corps. Lesquels rituels ? J'ai besoin d'écrire au réveil. Je me lève, je vais boire un thé, mais je vais écrire tout de suite parce que j'aime l'état qui est semi-embrumé, semi-hyper lucide. Ça veje dire que potentiellement le soir, au moment de vous endormir, vous aimez écrire aussi ? Non. Ok. Je prends des notes, mais non, moi, je peux pas. J'ai besoin d'écrire le matin. J'ai besoin d'écrire mais je me réveille très très tôt. Ok. Donc voilà. Je pense qu'il y a il y a un vrai rapport entre la danse et l'écriture pour ce qui est de la tenue du corps, c'est-à-dire que je ne pourrais pas écrire allongée dans un canapé. J'ai besoin d'être très droite. Oui, d'être physiquement. J'ai besoin d'être à l'affût. J'ai besoin d'être affûtée physiquement pour écrire. Et pour peut-être élargir cette notion de corps, est-ce que vous diriez que, en rapport au roman évidemment, le corps d'une femme est perpétuellement évalué, déterminé même. On l'a récemment vu, ne serait-ce qu'avec la tenue républicaine de Jean-Michel Blanquer, qui n'a probablement pas perçu le sujet que ses propos impliquaient malgré lui, et qui touche aussi aux limites du discours politico-médiatique. Ouais. Mais alors, comment être soi, comment faire son sentier à travers toutes ces injonctions, à travers tous ces avis, juste ? Alors je ne sais pas comment, c'est ça le problème. Je pense que c'est vraiment ce à quoi on est confronté, c'est qu'on est tout le temps en train d'essayer de se trouver une petite route. Mais oui, bien sûr que le corps d'une femme est tout le temps estimé. J'ai l'impression que plus je vieillis et plus je m'en rends compte, c'est-à-dire que je me dis, ok, donc tu et nous avons survécu déjà à ça, entre les violences sexuelles, entre le jugement, entre le sentiment aussi, une fois que le jugement et la mise sur le marché d'un corps désirable ou pas, on passe très vite à la date de péremption. Il y a vraiment quelque chose qui est non-stop. L'écriture, c'est aussi une liberté pour ça, c'est-à-dire que on s'en fout. Enfin, je veux dire, on est seul, on crée un monde. Quand on est une femme, on crée un monde, c'est un geste puissant d'écrire pour une femme. Mais est-ce que vous pensez peut-être que aujourd'hui, on a besoin de la fiction comme terrain de création en l'occurrence, mais que peut-être il n'y a qu'elle pour, je sais pas, pour ne pas juger. Enfin, en tout cas, c'est un moteur puissant. La fiction, elle est le seul espace que je vois où on puisse exprimer du doute et de l'ambiguïté. La danse aussi, c'est de la fiction. La danse, c'est de la fiction. Mais le discours politique est complètement hermétique au doute. On ne peut pas écrire dans un discours politique, je ne sais pas. Alors que on peut, mais on n'est plus dans un discours politique. Voilà. Donc oui, je pense que la fiction, c'est vraiment l'espace pour exprimer la complexité et puis pour s'interroger sur des choses qui seraient rebutantes peut-être. Je veux dire, clairement, le personnage de Cléo ici est lisible et on peut même aller en empathie avec elle. Peut-être que dans un fait divers, dans un article de journal, l'histoire d'une fille de 13 ans qui, entre guillemets, donnerait ses camarades de classe serait pas du tout la même. Serait pas du tout la même. Ce serait pas le même parfum. Et il y a le mouvement MeToo qui est, disons, en creux, qui est prépondérant en tout cas. Dans le livre,
Bien que ça se passe avant quand même. C'est ça. C'est un mouvement intime qui est devenu collectif. J'imagine que c'est aussi ça qui vous intéressait. Mais est-ce que le combat aujourd'hui, et que peut-être le roman nous inviterait à mener, c'est de légitimer des questionnements, des réactions du type est-ce que j'ai le droit de prendre la parole déjà ? Est-ce que se dire peut-être d'arrêter de se dire oh non, c'est peut-être pas si grave, ou oh non, j'ai peut-être un peu vu gros, j'affabule dans l'idée. Je peux pas juger pour le roman parce qu'il est tellement proche en fait de moi encore que j'ai pas de recul. En général, j'acquiers, je l'ai jamais, mais plus je fais des rencontres et plus j'entends les gens en parler et plus je commence à comprendre de quoi j'ai parlé. En fait, j'écris, mais je suis pas sûre de... Ça arrive beaucoup, je crois. Comment ? Je crois que ça arrive beaucoup, ce processus de... On se rend compte de ce qu'on a écrit au moment où... Bien sûr, oui. Je pense que c'est quand même un lecteur et une lectrice, c'est des participants. C'est pas passif de lire. Donc voilà, mais pour ce qui est du mouvement MeToo, c'est évident pour moi, enfin de manière très, très empirique, que c'est un mouvement qui détruit la solitude de cette pensée que vous décriviez, qui est quand même vraiment la base de l'enfermement dans la honte, dans la culpabilité des victimes de violences sexuelles, c'est-à-dire de se dire soit j'ai halluciné, j'ai mal compris, il ne s'est pas vraiment passé ça, etc. Voilà, j'affabule, j'exagère, voilà. Combien de siècles de j'exagère, c'est-à-dire que vraiment, de comment est-ce qu'on peut légitimer sa place de victime et passer à autre chose. Il ne s'agit pas de rester dans un positionnement de victime, mais pour moi, c'était une révolution, MeToo, vraiment. Pour beaucoup. Mais oui. Ce travail que représente ce livre, il est intimement lié à un vers de Musset, à propos de l'oubli, donc je vais le citer. À défaut du pardon, laisse venir l'oubli, qui est issu du poème La Nuit d'octobre en 1837, très exactement. Au fond, ce qui fait que le système se propage ici, c'est non pas l'oubli mais le silence de ces filles qui vivent toutes la même chose mais qui n'en parlent pas pendant des dizaines d'années, mais aussi les parents. Quel est le rôle de ces parents dans la sexualisation et dans, je dirais, le parcours de manière plus générale de Cléo ? Ils sont volontairement aveugles, non ? Je sais pas, je me dis que les parents de Cléo ne sont pas des complices, pas à ce point-là. Mais effectivement, ils sont complices ce sont des éblouis, en fait. C'est-à-dire qu'à un moment donné, la lumière qui est derrière Cléo, cette lumière factice de la Fondation Galatée, la promesse de quelque chose, de quoi d'ailleurs ils ne savent pas. Peut-être d'une école, peut-être d'un stage, mais peut-être ils ne savent pas trop. Juste d'être proche de Cathy qui brille, Cathy qui est un symbole. Voilà. Donc rien que cette proximité-là suffit pour qu'ils ne voient plus vraiment clair. Pour tout légitimer peut-être même. Oui, pour être fiers que leur fille... C'est-à-dire qu'on vit quand même vraiment, et ça c'est quelque chose qui n'est pas nouveau, mais quand même on vit vraiment dans un système où le nec plus ultra, c'est d'être repéré, c'est d'être extirpé du lot, c'est d'être choisi, être élu. Il faut être l'élu. Donc à partir du moment où Cléo, elle est pointée du doigt, elle est élue, on ne sait même plus à quoi. Donc oui, les parents, c'est sûr que dans le roman, la famille n'est pas le lieu sécurisant. Puisque dans la famille de Betty, ce sont des complices pratiquement, enfin je veux dire, on n'a pas envie de l'entendre. Mais je crois que le récit, en général, le récit de quelqu'un qui dit avoir été victime, il fait exploser toutes les structures. Dans un sens, c'est un récit révolutionnaire aussi, dans le sens où tout s'écroule, quoi. On y vient. Et oui. Donc, est-ce qu'on a envie d'entendre les gens qui font tout exploser ? Il est aussi question de la manière dont on sait pardonner dans ce livre aussi. Est-ce que ça s'apprend, le pardon ? En fait, le pardon, on ne peut pas l'accorder. Il faut que ce soit la personne qui vous a offensé qui vienne vous demander pardon. Donc, pour moi, la question, c'est ce qu'on se pardonne. Qu'est-ce qu'on peut se pardonner ou pas ? C'est-à-dire que la majorité de nos vies se passe quand même, quand vous y pensez, à être entravé parce qu'on ne se pardonne pas. Par des gestes, par des moments qu'on n'a pas bien fait, par des... Voilà, c'est des entraves terribles. Donc oui, qu'est-ce qu'on peut s'accorder à soi-même comme pardon ? On sait.
ou pas? Ouais. On est hantés, on est vraiment, je pense qu'on est tous et toutes hantés par des moments où on a failli, où on n'a pas fait le bon geste envers une personne, où on n'a pas dit la bonne phrase, où on a raté quelque chose. Tous les personnages de Chaviré ratent quelque chose avec Cléo. Tous. Et le pardon, c'est pas les excuses. Ah non, le pardon, c'est pas les excuses, effectivement. C'est quoi la différence dont on se doute tous, mais la différence, ça serait de tirer un trait, de dire table rase, on reprend la conversation. Peut-être qu'on peut pardonner et ne jamais excuser, oui. Alors ce livre, Chaviré, il a quand même un plutôt bel accueil, ouais. Et public et critique. Il fait partie de bon nombre de listes de prix. Est-ce que ça vous angoisse, les réceptions? Est-ce que ça m'angoisse, quoi? Les réceptions, en l'occurrence positives, mais... Terriblement. Je passe un été, j'ai passé un été un peu horrible jusqu'au premier retour, parce que je trouve ça tellement proche. En fait, moi je termine très tard, un petit peu tard, et j'ai encore la tête dedans, et donc il y a un moment de frayeur à se dire qu'est-ce que j'ai fait en fait, pourquoi j'ai fait ça, pourquoi j'ai fait ce livre, comment je vais faire. Comment je vais faire pour répondre? Et que vous n'êtes même plus la seule à savoir de quoi vous parlez. En plus. Qu'on est tous là maintenant. Ouais. Mais là, honnêtement, là, je suis... en fait, je suis... pour des tas de raisons, des raisons littéraires et puis des raisons très intimes aussi, je suis très émue, en fait, par cette réception. Très, très émue. Je pense que c'est quelque chose que je vais mettre un moment et c'est pas grave d'être ému. Non, c'est bien. C'est bien en l'occurrence. Oui, c'est bien. Oui. Très, très... Tant mieux. Non, c'est très bien. Et vous, Lola Lafont, quelles sont les histoires, quels sont les personnages, les romans qui vous ont marqué à tout jamais et qui ont peut-être inspiré celui-ci finalement? Sans doute tous ceux que j'ai lus, mais non, je sais pas. Il y en a pas non, bien sûr qu'il y en a. Que vous citez à chaque fois ou... Des romans que je cite à chaque fois. Je sais pas, moi, par exemple, si quelqu'un me demande les romans qui m'ont marqué à tout jamais, peu importe, si c'est un peu hyperbolique comme expression, mais moi je sais pertinemment ce que je vais dire. Ce serait quoi? Un homme qui dort de Pérec, Beckett, bon en l'occurrence fin de partie parce que c'est ce que j'ai découvert au bac, mais tout Beckett. Oui, ça tombe bien que vous parliez de Pérec alors, parce que je pense que W et les choses, et puis bon, voilà, et l'homme qui dort effectivement m'ont marqué. Je pense que Mrs. Dalloway m'a vraiment, vraiment marqué. Beaucoup. Dans et votre carrière Lolita. Aussi, dans votre carrière de romancière, vous direz ou... Mais c'est difficile de faire la part des choses en fait. C'est-à-dire que quelque chose que j'ai beaucoup lu, que j'ai beaucoup parcouru, comme aussi Le Mur Invisible de Marlène Haushofer, dont je parle très souvent, comme Diderot. Parce que... voilà, oui, bien sûr, ça a compté et je m'en suis pas rendu compte. Vous vous en rendez compte maintenant? Ouais, je me rends compte maintenant. Ok. Ouais. C'est drôle. Joyce Carol Oates, j'oubliais. Oui, qui vient de publier 2 livres, je crois. Par an. Ouais. Mais ok, Joyce Carol Oates. Ouais. Très bien. Et je vais vous poser la dernière question que je pose à tous mes invités, à toutes mes invitées. Est-ce que vous auriez des coups de cœur ou un seul coup de cœur culturel? Oui, j'en ai beaucoup. Alors, je suis allée voir un film avant-hier. Parce que je pense que c'est très important de continuer à aller au cinéma. Je suis allée voir Adolescente, le documentaire. On m'en a dit du bien. De Sébastien Lifshitz. C'est malheureusement quelque chose comme ça, mais je peux pas vous affirmer que c'est Lifshitz. Et c'est extraordinaire. Et je voudrais justement en parler parce que il n'y a pas de séparation entre le documentaire et la fiction. Ça n'existe pas. Vous vous asseyez, vous regardez ce film, c'est du film. C'est à partir du moment où vous êtes devant une caméra, à partir du moment où vous racontez une histoire, ça devient de la fiction. De toute façon, c'est un faux débat. C'est d'une justesse et d'une pudeur, et c'est un film social et c'est un film d'amour, et c'est un film magnifique. Et je me réjouis d'aller voir bientôt un ballet que j'aime énormément, qui est le prochain ballet d'Angéline Préliocage. Je l'ai vu dans le métro, dis donc. Voilà, je les ai vus aujourd'hui et j'ai mes places depuis cet été. J'ai vu que c'était encore là.
Et troisième truc, l'expo de Koudelka en photo à la BNF, qui est magnifique. À Paris, évidemment. Oui, désolé, c'est un peu parisien centré. Il y a du cinéma, c'est déjà Mais ça. le cinéma est partout. Ouais, et il y a intérêt qu'il soit partout. Ouais. Merci beaucoup, Lola Lafont. Merci. Et bien voilà, la quille, c'est terminé pour cette semaine, mais on se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel entretien et un nouvel ou une nouvelle invitée pour parler de culture. En attendant, n'hésitez pas à suivre la quille sur les réseaux sociaux, à vous abonner au podcast, évidemment. Merci beaucoup pour votre écoute et à la semaine prochaine.